une fête qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. Visé par une enquête pour viol, l'avocat Juan Branco a été placé en garde à vue. Un avocat qui, si on enlève le O, n'aura jamais aussi bien porté son nom. Et les brèves, vous ? Les brèves qui ont toujours très bien porté leur nom, puisque elles sont... Oui, c'est brèves, quoi. Heureusement, d'ailleurs. Gros avantage. On commence par une information surprenante, Alex. Et oui, vous vous souvenez la parodie de la télé catalane sur Manuel Valls que je vous avais diffusée vendredi dernier. Et oui. Eh bien, Manuel Valls sur Twitter attaque la chaîne de télévision, la traitant de machine à propagande. Manuel Valls, est-ce que c'est pas celui qui adorait répéter Je suis Charlie. Et j'ai envie de dire LOL. International à présent, la Chine a assoupli sa politique de natalité et a autorisé les familles à avoir jusqu'à 3 enfants. Excellente nouvelle. Ah oui, pour les familles chinoises. Non, pour Apple, qui pourra produire encore plus d'iPhone. Santé, selon une étude, se lever plus tôt permettrait de prendre soin de sa santé mentale. Eh oui, Jean-Marie Bigard, lui, doit se réveiller à l'heure du goûter, probablement. Minimum. Sport, oui. à Roland-Garros, les Français Caroline Garcia, Gaël Monfils et Harmony Tan ont réussi à passer le premier tour du tournoi ce lundi. Les autres Français, Charline, les autres. Alors, ce qui concerne les autres Français, Alizé Cornet, Joe-Wilfried Tsonga, Pierre Gerber, Benoît Paire, Arthur Hindersney, Arthur Cazot, Mathias Bourg, ont tous été éliminés. Non, mais ça, parce que vous ne l'aviez pas dit, ça. Comme le journal fait que 3 minutes, je me disais si on doit citer tous les Français qui se sont éliminés. Non, mais je trouve que c'est aussi important. Ceux qui échouent au premier tour, ça fait partie de notre boulot de donner leur nom. Dans ce cas, alors, du côté des Belges, ont également été éliminés. Non, le journal fait 3 minutes. On va pas non plus... People, alors. People. Patrick Sébastien lance un magazine de jeux, figurez-vous, avec des mots croisés et fléchis. Génial. Vous avez un exemple ? Oui, si vous voulez, je peux l'ouvrir en 4 lettres. D'amarrage, on peut faire l'hélicoptère avec, ou jouer à chat. Non, on va passer aux brèves. C'est pas facile, hein ? Oui, allez, les brèves. Allez, on y va. Génial, les brèves. Une fois que vous insistez, parce que moi, je l'ai pas. Bon, un couple de Bretons a lancé une crème solaire respectueuse des océans. Pas convaincu de cette brève, parce que des Bretons qui lancent une crème solaire, franchement, pourquoi pas des Corses qui sortent un livre sur le burn-out. Et la dernière ? C'est des clichés. C'est la cliché, donc je peux en faire. Lamentable. Chez nous, la Belgique, c'est même pas des clichés, c'est des infos. Vous allez voir, Lucas, vous êtes parti depuis trop longtemps parce qu'on s'amuse beaucoup. Une recette de cuisine publiée par inadvertance dans un texte de loi belge à cause d'un mauvais copier-coller. C'est vrai. Désormais, nul n'est censé ignorer la loi et la recette des asperges au gratin. Je vais vous dire que c'est celle-là qui arrive. Merci, Alex Vizorek. C'est tout nous, ça. Peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais la radio fête ses 100 ans. Vous pouvez nous laisser vos meilleurs souvenirs de radio. Alors, ça peut être la première fois que vous avez entendu une brève d'Alex. Ça peut être l'émission d'hier, éventuellement aussi. Laissez votre message au 01 56 40 68 68 et les messages seront diffusés sur l'antenne. Alors, Lucas Bellevaux, on passe à ce premier sujet avec vous. Alors, Darmanin trouve Marine Le Pen trop molle. Le chef des députés LREM retweet Jordan Bardella en lui donnant raison. Et chez LR, Ciotti, Morano, Pelletier font des appels du pied à l'extrême droite. Le Rassemblement national n'a même plus besoin de forcer le barrage républicain. Une partie de la droite l'entend à l'entrée avec un cocktail de bienvenue et une petite serviette chaude. L'autre partie de la droite voit l'édifice LR s'écrouler. C'est le bazar, c'est le schisme. T'as mordu la ligne! Excuse-moi, Smokey, t'as mordu la ligne, y a faute. Ok, tu me mets 8. Je te demande pardon. Mets-lui 0, jeu suivant. Tu fais chier, Walter, tu me mets 8, Duc. Smokey, on joue selon les règles. Déconne pas, Walter, on est là, merde. Son pied a légèrement mordu, il a un peu glissé. Ouais, mais j'ai pas mordu. Smokey, mon ami, si t'as jamais souffert, tu vas comprendre. Walter, fais pas le con. Duc, c'est ton partenaire. Le monde est en train de devenir cinglé! Y'a personne ici à part moi qui se soucie encore de respecter les règles! Mets-toi 0! Ils sont en train d'appeler les flics, Walter, remets ça. Mets-toi 0! Tu crois peut-être que je plaisante? Mets-toi 0! Voilà, je me suis mis 0. T'es content, espèce de malade? Ça se passe bien, le bureau national chez les Républicains, on dirait. The Big Lebowski, bien sûr, le film des frères Cohen. C'est les Dardennes américains en plus rigolo. Alors, Lucas Bellevaux, vous avez réalisé, on est chez nous en 2017. Chez nous tout court. Chez nous, pardon, effectivement. On est chez nous, c'est... C'est vous qui le dites. À force de le crier dans les manifs, chez nous, en 2017. Un film qui raconte l'histoire d'une infirmière qui rejoint l'extrême droite en campagne. Lucas Bellevaux, vous regardez ça de près. Il est dans quel état, selon vous, le barrage républicain en France ?
Mais il n'est pas très bien. Il n'est pas très bien et c'est pas très drôle. Je pense que c'était, de bon... Ouais, c'était une bonne chose. Parce que ça marquait très clairement où était la République. Et que la République avait fait son choix. Et que... tant qu'ils respectaient la loi, on pouvait les laisser vivre et exister politiquement. Personnellement, je pense qu'on aurait pu être plus sévère, mais parce que parfois la ligne blanche était franchement franchie. Mais bon, la République est bonne fille, je dirais. Mais et puis là, petit à petit, pour des raisons électoralistes, parce que finalement les partis traditionnels se sentent extrêmement fragilisés, et voilà, c'est tout à coup ça part. Aussi parce que le RN monte électoralement et que tout à coup les autres paniquent et que plutôt que de les attaquer sur le fond, sur le programme, sur les compétences, sur ce genre de choses, un peu ce qu'avait fait Macron d'ailleurs, c'est probablement ce qu'il a fait de mieux pendant son débat face à Marine Le Pen aux dernières présidentielles, il panique et puis il cède, quoi. Petit à petit on cède. Mais ça a commencé il y a très très longtemps, hein. Fabius déjà avait dit, il y a sa fameuse phrase, que j'ai pas envie de répéter d'ailleurs, mais qui déjà quelque part cédait déjà idéologiquement ou sur les principes. Mais et vous qui êtes belge, l'extrême droite qui a son rond de serviette quotidien en direct à la télé, et les Français qui semblent s'y être habitués, vous aussi qui vivez en France depuis très très longtemps, vous y êtes habitué aussi ? Non, je ne m'y habitue pas. Je m'y habitue pas et je trouvais que l'attitude des Belges, justement, des médias belges, avait été beaucoup plus cohérente et plus juste. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Il y avait un barrage beaucoup plus hermétique. Enfin oui, qui est toujours côté francophone. Ils ont décidé qu'ils ne leur donneraient pas la parole et puis c'est tout, parce que c'est un discours indigne. Et donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on répond aux Français qui disent alors oui, mais tout le monde a le droit de s'exprimer, la liberté d'expression. Dites-nous parce qu'on n'en peut plus. Aidez-nous, Lucas. Nous, on essaye avec Alex. Mais c'est vrai que je suis français maintenant. C'est ça. Enfin, je suis 100% français et 100% belge. Je suis 100% les deux. Mais non, je pense que ce pays et que j'aime, et que j'ai choisi quand même en grande partie, il a un rôle dans l'histoire. Dans le monde entier, les gens considèrent encore un petit peu que c'est le pays des droits de l'homme. Et objectivement, il y a une part de vrai. C'est le pays des Lumières. C'est d'ici qu'est parti ce mouvement-là. Et puis tout à coup, tout ça est en train de se diluer, de disparaître. Et les Français ne sont plus fiers de ça. Moi, en tant que Français, ça me fait bizarre de dire ça. Oui, nous aussi. Mais pourtant. Et puis à Bruxelles, je dirais en tant que Belge. Mais en tant que Français, je suis très très fier de cette histoire-là. Et c'est ces valeurs-là, liberté, égalité, fraternité, c'est ça la nation française. C'est pas le maréchal Pétain. Et donc on vous reconseille Chez nous. Oui, sorti en 2017 et vous verrez l'évolution jusqu'à aujourd'hui en 2021. Dans ces cas-là, Lucas Bellevaux, nous on a choisi, parce que ça va être pendant un an comme ça, jusqu'en 2022, de danser sur un volcan. Et pour nous aider en musique, Constance. Bonjour les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous chroniquer dessus, à l'occasion de cette journée mondiale de... Quoi ? Oui, mais tu vois bien que je suis occupée. Demande à papa. Je dis, aujourd'hui c'est la journée mondiale de... Comment ça, papa, t'as dû me demander ? Mais je travaille là. C'est pourquoi ? Ton exposé l'histoire ? Tu veux faire quoi ? Sur les nazis ? Et papa t'a dit de demander à maman parce que c'est un vrai capot ? Va dire à papa que je l'emmerde. Ah oui, c'est un gros mot, mais j'ai le droit de le dire parce que je suis la chef de la Gestapo. Allez, dégarpiche-t-elle ! Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale des parents. Et cette journée concerne absolument tout le monde, car même si vous n'avez pas d'enfants, vous avez forcément des parents au sens biologique. Excusez-moi. Éteins la télé ! Non, tu regardes pas le film La Chute, parce que tu l'as déjà vu 47 fois. Voilà, ça devient un petit peu malsain quand même cette fixette sur le Troisième Reich quand on a 8 ans. Merci. Alors, le mot parent vient du latin ejactum pa anateriorum Piero jovulum, parce que depuis la nuit des temps, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Tu veux faire Hitler en pâte à sel? Mais non, fais pas Hitler en pâte à sel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que quand on est un enfant, on fait pas des dictateurs. Allez, va jouer dans ta chambre, merci. C'est une sacrée responsabilité d'être parent. Ça veut dire être pour son enfant un modèle d'intelligence, de recul, de profondeur. Ce sont nos enfants, le monde de demain. Nous, déjà fruits de nos parents, nous devenons, en devenant parents, à notre tour, les passeurs de la sagesse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce déguisement là? Hein, c'est papy qui t'a offert un déguisement? Mais il est hors de question que t'ailles à la kermesse habillé en Mussolini comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pierrot, à chaque fois qu'on laisse le gosse chez tes parents pour les vacances, c'est la même chose. Quand on le récupère, il est tout bizarre. Hein? Non, je dis pas que tes parents c'est des fachos, je dis juste que le poster qu'ils ont offert au petit pour son anniversaire, j'ai de plus en plus de doutes sur le fait que ce soit vraiment Charlie Chaplin dessus. Bon, alors, le saviez-vous? Les petits surnoms que nos parents nous donnent lorsque nous sommes des enfants sont consciemment ou inconsciemment le reflet de ce que nous modifions dans leur vie, le constat de ce qu'ils projettent sur nous. Moi, mon surnom quand j'étais petite était Kikinette, parce que j'étais en kikinante, voilà, j'étais chiante. Oh, j'entends, Pierrot, quand tu dis au gosse que je suis toujours si chiante, hein? Tu veux que je dise au gosse le petit surnom que t'avais quand t'étais petit? Eh ben, c'était Marcel Petiot, parce que tes parents, ils auraient préféré que tu fasses médecine, apparemment. Quoi? Retire tout de suite ce que t'as dit sur ma mère! Eh, va chier, connard! Non, papa, maman se dispute pas, ils s'aiment très fort, c'est comme ça, tu verras, quand on s'aime, on fait ça. Allez, pour conclure, nos enfants sont des éponges que nos actes, nos paroles, nos réactions conditionnent et définissent pour la suite. La parentalité positive, synonyme d'exemplarité, ne peut se mettre en place au sein du foyer que si l'ambiance globale, familiale, est teintée de maturité, de pédagogie, de cohérence. Évidemment, résoudre les conflits intrafamiliaux est une nécessité pour éviter la transmission de... Non, on n'ira pas en vacances en Pologne d'été pour visiter les camps, c'est hors de question. Laisse maman travailler, elle essaye d'expliquer aux auditeurs que pour faire des enfants, c'est vraiment indispensable d'être équilibré. Et arrête de mâchouiller ce test de grossesse positif. Non, on n'appellera pas ta petite sœur Eva. Oh, la semaine prochaine, nous traiterons la question 2. La question 2, connasse. Bon, on l'a déjà traité du coup. Constance. Voilà. Oui, voilà. je vais dire après. C'est une émission pédagogique aussi. Hein. On apprend des choses. Voilà, allez, des choses. On enchaîne avec de la musique. Curtis Harding, Hopeful. Merci Constance. Avec plaisir. Kill the common condition, no. Black as a cloud in the woven sky. The lights will shine through till this blows by. And the best of me, I won't settle for less. I'm convinced that once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue that's been corrupted, no substance to be hidden from. Now we see rough forth from a dream, a stream underwater without an option to sing. Not the pacifier, but homie to truly change when you stare at the heavens. You see the stars to rearrange so deep. Wow. Motivated, I'm more melodic melody that moves and mediates evolution of change that pulsate. The mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than soulless lies that don't fret, cause it ain't over yet. But by the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the dollars will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, all the things that cause casualty to your soul. Let it go. Most of all, be hopeful. Well, hopeful.
écoutez France Inter et nous sommes en compagnie de Lucas Belvaux pour un film qu'il a réalisé qui s'intitule Des Hommes, avec notamment Gérard Depardieu, Catherine Fro et Jean-Pierre Daroussin. On va avoir l'occasion d'en reparler parce qu'on a un thème à vous soumettre sur la mémoire et aussi parce que Hippolyte Girardot prépare sa chronique. Lucas Belvaux, en attendant, voici Guillaume Meurice. Oui, et bon anniversaire. C'est l'anniversaire à qui? À la radio. À la radio, bon anniversaire. 100 ans la radio, le même âge que les fans d'Alex Vizorek, qui ont donc connu les premiers émois de la 12 voix d'un transistor qui vous chatouille la trompe de Stache. C'est pas une blague de tub, c'est une partie de l'oreille. Voilà, on a tous besoin comme ça de la radio, on a tous des souvenirs de radio, faut le dire. Alors il y en a pour qui ce sera par exemple la chronique d'actu du général de Gaulle, le 18 juin 1940. Gros succès, malgré je dirais quand même un manque de vannes évident. C'était pas du gros lol, mais c'était le premier à tenter l'exercice, donc chapeau pour ça. Il y en a pour qui ce sera, je sais pas, le moment où Laurent Ruquier a dit sur Sud Radio qu'il regrette d'être venu dans notre émission. C'est un beau moment de radio. Voilà, on l'embrasse, Laurent, cœur avec ton seum. Et merci d'avoir été l'attaché de presse d'Éric Zemmour pendant tant d'années. Mais quel rapport ont les Français avec la radio? C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je suis allé les voir ce matin, les Français. Quand je peux, j'écoute les grosses têtes parce qu'on a besoin de rigoler. Qui est-ce que vous aimez bien aux grosses têtes? Tous, ils ont tous plus ou moins de l'humour. Est-ce que vous aimez bien Pablo Mira? Alors, juste, qui c'était ce gars-là? On ne sait plus. On sait plus. Petit ange trapu parti trop tôt, voilà, qui nous regarde. C'est normal, c'est ça la radio. Il y a un mercato, des fois ça change, on change d'équipe. Ça se trouve l'an prochain, Hippo, il animera une émission sur Jamaïque Inter. Yes. Je crois qu'il se prépare depuis pas mal d'années. Allez, on continue avec une autre station. On y va. Des fois, j'écoute radio Rire et Chanson. Ouais. Ah, j'adore ça, Rire et Chanson. Qui est-ce que vous aimez bien sur Rire et Chanson? Bon, j'aime bien Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, j'adore. Qui j'aime bien encore? J'aime bien Bigard aussi, avec ses trucs vulgaires un peu, mais j'aime bien. Voilà, Gad Elmaleh, Bigard, la Dream Team, comme on l'appelle. Alors, au-delà des polémiques, on sait que Gad Elmaleh, c'est quand même, voilà, qu'on en pense, un des plus grands, enfin en tout cas dans le milieu de la traduction. Quant à Bigard, c'est vrai que, récemment, on dirait qu'il s'est fait un petit peu mordre par une chauve-souris enragée, qui lui aurait transmis le virus de la science. Comme ce monsieur que j'ai rencontré ce matin, qui n'écoute aucune info à la radio, mais qui est informé sur les vaccins quand même. J'en veux pas de leur truc, c'est pas des vaccins. Ça. Qu'est-ce que c'est alors? Je sais pas, c'est des leurres, je sais rien, ça sert à rien. Non, j'écoute pas les informations. Si vous voulez des vraies informations, il faut aller sur Internet. Ah, où ça alors? Vous avez dans les sites Internet, vous avez ce que vous voulez. Mais pourquoi vous faites confiance à telle ou telle info plutôt qu'une autre? Du coup, ça va plus dans mon sens. Vous faites confiance à ce qui va dans votre sens? Oui. Oui, alors ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner. Ce avec quoi vous êtes d'accord est vrai. Voilà, ça se vérifie. Alors Constance, oui, les licornes existent. Par exemple, voilà, ils l'ont dit sur licorne.net, il y a même des photos, donc il y a des preuves, il n'y a pas de problème. Comme ça, voilà, ça vous laisse du temps. Voilà, sinon c'est compliqué, il faut réfléchir. Ça vous laisse du temps pour écouter par exemple les radios musicales, comme ce monsieur qui écoute quoi? La vraie musique. Ouais. Pas du tam-tam, quoi. Maintenant, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus rien, donc... C'était mieux avant alors? Ah ouais. Et aujourd'hui, vous écoutez quoi? Ça dépend. J'écoute aussi de la musique classique, j'aime bien aussi. J'aime bien Pagny. J'aime bien ces gens-là qui sont francs du collier, quoi. On lui reproche de défiscaliser un peu, mais bon. Il faut bien, non? Mais est-ce qu'il prend pas l'argent des Français qui achètent ses disques pour le placer à l'étranger? C'est bien. Oui, non, pas de jugement de valeur. Non, Florent Pagny, voilà, on le salue. C'est juste un gars qui est dyslexique. Il confond fisc et fist. Voilà, c'est rien de grave, ça se soigne. Moi, je veux pas critiquer parce que c'est vrai qu'on est sur Radio Bien-Pensance, quand même. Voilà, c'est sûr. Et ça aussi, il faut le dire, c'était mieux avant. J'aimais beaucoup France Inter dans les années 80, je les écoutais. Et aujourd'hui alors? Ah non, je zappe, c'est politique, vous êtes une radio militante. Mais militante de quel côté? Gauche, entre Mélenchon et l'autre là, le petit postier là, NPA là. On est entre Mélenchon et Besancenot? Oui. Ça c'est sûr. Alors là, j'en parlais ce matin encore avec Léa Salamé à la machine à café, et puis notre directrice Laurence Bloch là, qui est en régie, qui nous écoute. Elle racontait son week-end dans une ZAD. Elle me disait, la saison prochaine, on mise tout sur l'OLPA. À un moment donné, on était gêné parce qu'il y a Sybille Veil qui est arrivée. Elle avait un t-shirt In Nathalie Arthaud We Trust. Alors, tout le monde était extrêmement gêné avec ça. Enfin bref, France Inter. C'est Le Monde, Télérama, LIB, voilà, le triangle d'or de la merdique. Comme j'appelle la gauche merdique. Dominique Seux, par exemple, il est de gauche? J'écoute pas, je sais même pas là. Ah oui, ça, vous écoutez pas? Non. Ça, c'est un conseil aussi qu'on vous donne. N'écoutez pas ce que vous critiquez, parce que sinon, ça va vous influencer. Voilà. Et puis, vous avez changé d'avis, ça va être le bordel. Donc, restez avec ce que vous avez en tête. On termine peut-être avec un dernier conseil radio. J'écoute RMC, c'est pluraliste, etc. Tandis que... RMC, est-ce que c'est pas un peu de droite? Mais qu'est-ce que ça veut dire de droite, de gauche? Je sais pas, c'est vous qui m'avez dit que France Inter était de gauche.
Oh ben au revoir. L'Allemagne de l'Est. Ah, voilà, c'est l'Allemagne de l'Est. D'ailleurs, il y a un mur entre France Inter et le reste du monde, mais heureusement, les murs ont plein d'oreilles. Merci à vous et bon anniversaire la radio. Merci Guillaume Meurice. Et je rappelle que vous pouvez, chers auditeurs, laisser un message sur le répondeur pour raconter vos meilleurs souvenirs de radio. Oui. Donnez vos meilleurs souvenirs de droite, tiens. Sur 01 56 40 68 68. Téléphone fixe, la radio à 100 ans, téléphone fixe. C'est parfait. Allez, un petit sujet de droite avec vous, Lucas Bellevaux, parce qu'il faut rééquilibrer. Là. Radio Paris. Bien sûr, si vous voulez, on va faire ça. Il y a 5 ans, l'idée de rééditer Mein Kampf en français faisait scandale. Le livre paraît demain dans un contexte nettement plus apaisé, c'est-à-dire en ce qui concerne la réédition, pas le contexte général, on est d'accord. Livre très encadré par un dispositif critique et les bénéfices de la vente seront reversés à la fondation Auschwitz-Birkenau. La réédition de Mein Kampf, une idée cadeau, bien sûr, à emporter sur les plages cet été. Méfiez-vous toutefois des passionnés. Vous savez comme moi qu'on peut déjà trouver ce livre sur Internet. Or, nous proposons des notes d'historiens pour contextualiser l'ensemble. Oui, d'accord, mais enfin, ça a quand même pas la même valeur qu'une édition originale de 1925 dédicacée par son auteur. Vous qui êtes dans le business, une édition originale de 1925 dédicacée par Hitler, ça va chercher dans les combien? Mais je n'en sais rien. Parce que le mien, il est dédicacé par Hitler, et en plus, il y a une photo de mon grand-père à côté d'Hitler, qui a été prise juste après la dédicace. Ça a la valeur du pognon, ça, non? Oui. Eh bien, écoutez, bonne chance. Un extrait de Groland avec Francis Kuntz dans ses œuvres, évidemment. Lucas Bellevaux, vous qui êtes travaillé par Le Devoir de mémoire et la mémoire, votre film des hommes sur la guerre d'Algérie, on va y revenir. Mais alors que vous avez proposé d'aborder ce thème du devoir de mémoire, est-ce que, par exemple, la réédition de Mein Kampf, qui paraît assez sulfureuse quand même, comme ça, en fait partie de ce devoir de mémoire ? Ouais, je pense que c'est pas mal. Enfin, ça me choque pas parce que ça évitera aux gens qui fantasment justement de pas lire, etc. Donc au point où ils en sont, de toute façon, autant leur laisser le lire et puis qu'ils grouillent dans leur coin. Et en même temps, ça permet aux historiens d'en parler, de travailler dessus. Enfin, eux, ils y avaient déjà accès, mais de pouvoir en parler ouvertement. Donc oui, les livres sont on peut les lire. Parce que de toute façon, on trouvait le texte sur Internet sans l'exégèse critique. Bien sûr. Voilà. Alors, en France, au collège et au lycée, il y a des heures de cours obligatoires sur le devoir de mémoire. Nous, on n'a pas eu ça en Belgique. Vous non plus, peut-être. Je ne sais pas. Ça n'existe pas en Belgique, donc sinon, on aurait entendu parler du Congo. Par exemple. Mais on n'a pas entendu parler nous non plus, je vous dirais. Qu'est-ce que ça va changer pour les nouvelles générations de s'exercer comme ça au devoir de mémoire? Nous, on avait des cours d'histoire quand même. Et à partir du moment où un prof d'histoire est bon, voilà, ça fait effet. Je trouve que l'idée d'un cours de devoir de mémoire, il y a quelque chose d'absurde, quoi. Enfin, il me semble. C'est redondant avec le cours d'histoire. En fait. Oui, un cours d'histoire bien mené. Après, moi, j'avais envie de parler de la mémoire parce que il y a plein d'entrées. Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Ça va avec le récit national. Ça va avec mon film. C'est parce que je pensais à mon film que j'avais envie de parler de ça. Parce que c'est des mémoires tronquées, c'est des mémoires réécrites. Mais après, il y a des mémoires individuelles aussi. C'est-à-dire que quand on discute avec les anciens combattants d'Algérie, ils disent il y a autant de guerres d'Algérie qu'il y a de combattants. C'est-à-dire tout le monde, selon la période où ils étaient, selon les régions où ils étaient, ils voyaient pas la même chose. Et puis ensuite, selon la région d'où ils venaient et leur bagage culturel, intellectuel, leur histoire personnelle, ils vivaient pas la guerre de la même façon non plus. Et donc ça, c'est la mémoire. Et c'est ce que vous montrez dans le film d'ailleurs, des œuvres entre les deux personnages interprétés par Gérard Depardieu et Jean-Pierre Daroussin. Et puis par les jeunes aussi. Il y a des jeunes acteurs qui les jouent eux jeunes et qui sont super. Édouard Sulpice, Johan Zimmer, qui est belge, Félix Kizil, tout ça. Et donc la mémoire, c'est ça. C'est aussi ce qu'on garde, ce dont on décide de se souvenir. Et c'est aussi ce qu'on va raconter, ce qu'on va transmettre. Et c'est jamais neutre. Alors justement, quel est le rôle du cinéma dans le devoir de mémoire aujourd'hui? Le cinéma, il fait partie du reste, je dirais. Il fait partie de l'ambiance culturelle dans laquelle on baigne. Et donc le cinéma va raconter
son époque. Il va avoir le point de vue de son époque, ou un point de vue justement à contrario, il va aller chatouiller, il va aller dire autre chose. Par exemple, on se rend compte que tous les films qui ont été faits sur la guerre d'Algérie dans les années 60 et début 70 ont été censurés. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'en parler vraiment. Et donc, on n'en parlait du tout même. Et donc, le cinéma avait ce rôle-là de révélation, d'asticotage, de remettre en question un discours officiel, ou de dire ce qui n'était pas dit. Donc oui, le cinéma a aussi ce rôle-là. Et puis, il a aussi un rôle de divertissement, évidemment. Et le film sort donc demain en salle, et Hippolyte Girardot... Ouais. Je vous laisse l'exégèse critique. Enfin, si on veut. Non, votre film m'a vachement touché. Merci Hippo, c'était la chronique d'Hippolyte. Mettez-vous bien devant le micro, Hippo. Parce que c'est les 100 ans de la radio, il faut faire les choses bien. En fait, votre film m'a vachement... Ah, pardon. Non, bref. Ce film m'a inspiré une chronique, oui, c'est vrai. Pour lui, la question ne se posait pas. Il n'irait pas. Il avait fait le messager sous l'occupation allemande pour le réseau de son père. Il n'allait pas se soumettre au pouvoir gaulliste. Non. Si on allait lui demander, il dirait non. Sa femme, ça la rendait folle. Il venait de se marier. Il pourrait faire un petit effort. Pour moi, au moins, se disait-elle. Et puis, de quoi on va vivre? Je ne vais pas rester indéfiniment chez mes parents. Toi, tu as de la chance, tu vas être architecte, diplômé. Il faut construire en ce moment. Tu gagneras bien ta vie. Il va pas gâcher ça pour des idées. Oui, mais il avait toujours de quoi répondre, lui, évidemment. La rhétorique des gens de gauche, c'est du solide. Ça s'appuie sur du bon, du bien. C'est pas facile de brandir du confort réaliste face au panache idéologique. Et puis elle est tombée enceinte. Alors c'était une chance de plus pour lui de rester à Paris. École des officiers, un bureau et tous les soirs à la maison. Mais tu vois pas qu'il se déclare objecteur de conscience. La prison, plutôt que ne serait-ce que participer à cette guerre, qui d'ailleurs n'en avait pas le nom et qu'on appelait conflit. La prison, lui dire les gradés, ce sera pire. Je peux au moins attendre l'accouchement de ma femme? Bien sûr, on n'est pas des bêtes. Et le jour est arrivé, les voilà partis à la clinique dans l'Hôte de Chevaux. Au moins, c'était la meilleure suspension à l'époque. Ils traversent la banlieue ouest, arrivés à Boulogne, et ils attendent le médecin, un pionnier de l'accouchement sans douleur, mais il n'arrive pas, et ça dure. Alors le bébé pousse, et la mère dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors le père lui dit, on va faire ça ensemble, on l'a déjà répété, à la guerre comme à la guerre, car il avait un sacré sens de l'humour, ce gars-là. Et le bébé sort, crie, le père lui prend le cordon, le coupe proprement, fait un joli nœud, et il prend une jolie photo du bébé qui dort contre sa mère, qui a un air sidéré, fatigué, et le regard aussi profond que le puits de la vérité, car elle sait. Et effectivement, quelques heures après, le père est embarqué. Il ne résiste pas, il sait ce qui va lui arriver. Menottes au poignet, train plombé jusqu'à Marseille, traversé dans les mêmes conditions, débarqué à Alger, et puis ensuite le train sous escorte jusqu'à Tlemcen, là-bas, aux avant-postes, juste de la chair à canon ou à fusil, ou même à couteau. De toute façon, il l'avait dit. Pour cette guerre qui n'en avait pas le nom, il l'avait dit, je ne toucherai jamais un fusil. Et il a tenu promesse pendant 2 ans, et plus. La seule chose qu'il ait touchée, c'est un stylo à billes, bleu. Et il a dessiné les ânes de ce pays, les dunes, les arbres, les petites maisons. La seule chose que j'ai su de lui, de cette guerre, ce sont ces petits ânes bleus que ma mère et moi recevions dans le courrier, et qu'elle devait décrire avec ces mots, à mes très jeunes oreilles, en disant « c'est ton papa qui a dessiné ça ». C'est la seule chose que j'ai su. Parce que comme votre personnage, Feu de bois, interprété par Gérard Depardieu, quand il dit qu'il n'a pas raconté l'horreur de la guerre, mais plutôt la tortue du fils de l'ingénieur, lui aussi il a dû penser qu'il ne le ferait pas, parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça. Mais il y a un plan dans votre film qui le fait exemplairement. On voit votre héros qui arrive devant une pièce vide où une grosse jarre d'argile est au sol, brisée, et on entend la voix de Gérard Depardieu dire à sa façon unique, qui donne le là au cinéma français depuis longtemps. Pourquoi je me souviens de cette jarre? Ce pourquoi je me souviens de cette jarre raconte toute l'ambivalence qu'on a face à ce fameux devoir de mémoire. Hippolyte Girardot, donc librement inspiré de la vision de votre film Des hommes et racontant l'histoire d'un homme et votre histoire personnelle, Hippolyte Girardot. Oui, c'est l'histoire de mon père. L'histoire de votre père.
Voilà. Des hommes, ça sort demain au cinéma, avec, vous l'avez dit, Gérard Depardieu, Catherine Fro et Jean-Pierre Daroussin. Bravo Hippolyte, vous avez été courageux parce que c'était sur le fil. C'était très joli. Je vous en prie, Lucas Bellevaux. Parce que d'une part, ça me touche beaucoup et ça me fait penser aux quelques avant-premières qu'on a fait. Le film, il suscite ça. Il suscite énormément de récits personnels, de tous les camps d'ailleurs. Il y a des anciens combattants et leurs familles qui parlent, un peu comme toi. Il y a des anciens du FLN, ou leurs enfants, des pieds noirs, des harkis. Et tout à coup, il y a dans les salles de cinéma, parce que le film est assez doux, mine de rien, ou un peu réparateur, où il permet de parler, les gens se parlent. Ils se parlent de façon apaisée. Et c'est ce que Laurent voulait faire, Laurent Mouvignier, avec son livre, et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce film. C'est que tout à coup, et c'est au-delà du devoir de mémoire, mais c'est que ces différentes mémoires, je crois que c'est Benjamin Stora qui parle d'un archipel des mémoires, et que ces mémoires, elles puissent en faire une seule qui est commune et qui est la mémoire de la France, quoi. Ça soit pas des mémoires antagonistes, c'est pas une mémoire contre une autre, c'est la mémoire d'une période de l'histoire de France qui a été extrêmement douloureuse et dont il faut sortir. Et voilà le rôle du cinéma dans ce contexte-là, c'est que les gens se parlent alors. Ouais. Bah c'est bien. Mais oui, c'est bien. C'est encore mieux. C'est pour ça qu'on fait du cinéma. Mais évidemment. Alors on peut toucher un mot d'un sujet plus léger qui est la promotion des films de cinéma. Puisque finalement ils permettent de faire plein de bien, puisque les gens les voient et en discutent. La promotion des films de cinéma, elle est de retour en force, puisque plus de 400 films nous attendent, dont 200 avec Isabelle Huppert et 120 avec Jonathan Cohen. Ce qui complique les interviews. Faut pas mélanger les films. Alors Lucas Bellevaux, par exemple, Catherine Fro dans votre film, samedi soir à la télévision, sur le même plateau, elle faisait la promo de 3 films. Alors on a assez peu de temps, mais on voulait vous parler de ça, de ce côté-là coulisses. Vous avez dû élaborer un peu une stratégie pour avoir de la visibilité. Ouais, c'est dur, c'est une période extrêmement dure. Il y a trop de films qui attendent depuis longtemps et il n'y a pas de régulation. Donc on revient à une espèce de libéralisme sauvage sur la sortie des... Ouais. Et donc... je crains qu'il y ait un peu du sang sur les murs. Il y a des films qui vont être très peu vus, qui vont disparaître des écrans avant d'avoir trouvé leur public. Déjà, il y avait beaucoup de films qui sortaient chaque semaine. Là, dans les 6 mois qui viennent ou dans l'année qui vient, ça va être pire. Un peu compliqué. Donc, quand vous avez envie de voir un film, précipitez-vous et oui. Et allez plutôt 3 fois au cinéma par semaine. Très bonne idée. Toutes les 3 semaines. Très bonne idée, exactement. Lucas Bellevaux avec nous. Vous êtes acteur aussi. On voudrait jouer avec vous si vous êtes d'accord. Et oui, en fin d'émission, on propose un sketch surprise à l'invité sur l'actualité. Parce qu'un forcené est toujours en fuite en Belgique. Oui, ça fait 15 jours. Alors qu'en France, les 2 derniers ont été très vite rattrapés. Donc, la police française, Guillaume Meurice, vient se rendre en Belgique pour rencontrer les 3 agents de police belges. Le Wallon, c'est vous. La bruxelloise, c'est Charline. Le flamand, c'est moi. Bon, amis belges, je reprends l'enquête, là, on y va. Et pourquoi c'est vous ? Parce que vous n'y arrivez pas, donc voilà. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Vous l'avez pas retrouvé, là, Jürgen Konings. Jürgen Konings. Voilà, bon, c'est pareil. Ah oui, mais non, mais c'est pas pareil, monsieur, parce que dans la forêt, quand vous criez Jürgen Konings, aucune chance de le retrouver. Non, mais excusez-moi, mais c'est comme ça que vous menez une chasse à l'homme en l'appelant dans la forêt ? Oui, comment on ferait autrement ? Non, mais ça va être long, là. Bon, votre fugitif, vous le cherchez depuis combien de temps, là ? Là, ça fait 394 heures, déjà. Attendez, parce qu'il faut parler français. Hein. Ah non, ça je ne crois pas. Jürgen, il est Vlaming, et nationaliste. S'il est attrapé par un Français, il va tirer tout de suite. Voilà. Il est d'extrême droite. Et alors ? Vous savez, dans la police française... Bon, alors, c'est pas le sujet. Qui est le chef de cette mission ? Et c'est moi. Pourquoi ce serait toi ? Parce que je suis flamand, comme le fugitif. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'est pas en Wallonie ? Ou à Bruxelles, hein. En tout cas, il est sûrement pas allé se cacher à Molenbeek. Mais pourquoi tu ris ? J'aime bien l'humour raciste de monsieur le Français. Excusez-moi, mais dans 5 minutes, c'est l'heure de ma pause. Donc j'aimerais qu'on avance. Alors, pour réussir notre mission, il faut de l'organisation. Quel est le profil de votre fugitif ? C'est un homme chauve de taille moyenne. Ah non, il n'a pas de taille moyenne, il est grand. Pas du tout, il est de taille moyenne. Tu connais la taille moyenne en Belgique, c'est 1m76. Mais pas du tout, c'est 1m79. D'autant que les hommes mentent souvent sur la taille. Alors, en fait, attendez, parce que vous n'êtes jamais d'accord sur rien dans ce pays. Rien. Bon, alors, pour retrouver le fugitif, il faut être méthodique. Quelle est votre stratégie, là ?
Ah, la stratégie, c'est lui. Ah bah non, la stratégie, c'est toi. En tout cas, c'est pas moi. Hein. Attendez, vous voulez dire que vous n'avez pas de stratégie en fait? Si, on m'attend quoi. Et ça, attendre en Wallonie, on sait faire. Hein. Et nous, les Flamands, on attend en se plaignant que les Wallons, ils attendent trop. Oui, vous êtes champion du monde, quoi, c'est ça. Oui. Ah non. Ah non, c'est à cause de Umtiti. Oui, bon, en tout cas, vous avez vraiment un problème, les Flamands, les Wallons, les Bruxellois, tout ça. Pour tout vous dire, je pense que le problème vient pas des origines, hein, le problème vient des hommes. Pas faux. Eh oui, tous comme ça, c'est rapport au film. Hein, Et on retourne sur la promo. Merci beaucoup, Lucas Belvaux. Merci à vous. Donc, Des hommes sort demain en salle. Les amis, je vous dis à demain et je propose de laisser le mot de la fin à Romain Bouteille, qui était venu nous ambiancer en 2016. Il nous jouait un passage de son spectacle, Le droit des hommes courbes. Le mythe des gouvernants surdoués, hélas, n'est qu'un roman à l'eau de rose. Un homme de pouvoir ne ressent guère le doux frisson de son autorité s'il ne dispose pas d'un comité d'obtempérateurs de carrière. De Fayot, si vous préférez. Ils sont nombreux. Mais l'inconvénient, c'est qu'il les lui faut capable d'assez de jugeote pour s'esclaffer à ses bons mots, mais pas assez pour lui chier dans les bottes. En somme, des hypocrites complets, sachant même perdre avec élégance et conseiller la solution qui plaît. Donc surtout pas celle qu'il pense. C'est la chronique de Romain Bouteille. Ça y est, les enfants dorment, je les mets dans la poussette. Ok, ce qui nous laisse un quart d'heure pour acheter notre canapé et revenir à la voiture avant qu'ils se réveillent. Je prends mon téléphone, go.